Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Yveline, Mercedes, Anita, les premières personnes qui sont dans le chat. Bonsoir Odile. Bonsoir Hortense. Bonsoir à vous toutes. Alors j'espère que vous allez tous bien, toutes bien et merci d'être présente dans cette, conférence, donc avec Odile Monnier. Ce soir, Odile, tu vas nous parler d'amincissement, mais pas que, pas Mais pas que, que. Mmh. mais pas que. Car comment le thème de ta conférence, c'est comment s'alléger vraiment du poids de son histoire. Donc on va parler de l'histoire des personnes qui voudraient mincir et donc comment s'alléger vraiment du poids de son histoire et mincir enfin. Depuis quelques années, on a enfin découvert que le sempiternel tandem régime-basket échouait à 95 pour mincir pour de bon. Et l'on a vu fleurir la notion de kilo émotionnel et de manger ses émotions. Bien que ce soit un grand pas en avant, on reste quand même loin du compte. La simple gestion émotionnelle qui est proposée systématiquement est inefficace pour perdre du poids et ne résout absolument rien car elle reste superficielle. Mais alors, comment se libérer en profondeur et durablement du poids de son histoire émotionnelle? Dans cette conférence, vous découvrirez comment faire pour obtenir enfin un résultat durable. Et vous allez voir que vous vous allégerez non seulement sur votre pèse personne, mais aussi dans votre tête, votre cœur, votre vie. Rien que cela. Odile va détailler pour vous comment, pourquoi et dans quelle partie du corps les émotions laissent leurs blessures. Pourquoi le poids de votre histoire est celui qui pèse le plus lourd sur votre pèse personne. Pourquoi et comment vous en libérer. Que votre corps n'est pas constitué d'unités autonomes et séparées comme des briques de Lego, bien au contraire. C'est même la clé d'un amincissement réussi et durable. Les conseils que vous pourrez facilement mettre en œuvre par la suite, c'est ce qu'on va voir aussi. Puis, Odile vous présentera l'atelier qu'elle a préparé pour vous. Il vous donnera quelques clés déterminantes pour initier une libération émotionnelle en profondeur et un nouveau mode de vie minceur, joyeux, serein et que vous vous approprierez avec plaisir. Et également, Odile l'accompagnera dans une super pratique que vous pourrez refaire facilement chez vous. Donc, restez bien avec nous ce soir, avec Odile et moi-même. Donc, Odile, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter aux personnes qui, d'aventure, ne te connaîtraient pas, parce que ce n'est quand même pas la première fois que tu passes sur l'Académie En Nouvelle effet. Vie, Mmh. hein? Mmh. Et donc, mais il y a toujours de nouvelles personnes qui nous regardent, qui te regardent. Donc, pour ces personnes qui ne te connaissent pas, je vais te laisser la parole pour que tu puisses te présenter un peu plus aux personnes qui sont présentes et qui vont regarder le replay de cette conférence. Je te donne la parole. Merci Hortense. Je suis contente de vous retrouver ce soir. Donc je vous rappelle que donc je m'appelle Odile Aymonier et je suis thérapeute et spécialiste du surpoids, des désordres alimentaires depuis plus maintenant de 23 ans. Le temps passe. Mais en fait, avant d'être thérapeute, eh bien, j'ai moi-même expérimenté, si je puis dire, le surpoids. Je suis une spécialiste des kilos, des régimes depuis à peu près l'âge de 17 ans. À 17 ans, j'ai décidé que j'étais trop ronde, alors que ce n'était pas le cas. Mais bon, bref, c'est une autre histoire. Je me suis mise au régime et à partir de là, je suis sûre que c'est aussi votre histoire. J'ai mis le doigt dans un engrenage dont je ne me suis jamais, enfin, dont j'ai mis énormément de temps à me libérer. Et lorsque j'ai fait ma reconversion en énergétique, eh bien, j'ai découvert que je prenais le problème du surpoids du mauvais côté. Et j'ai fait
tandem classique, régime basket, et ça tenait, j'étais ravie pendant quelques mois, je suis sûre que c'est aussi votre histoire, et puis les kilos revenaient au plus vite, au galop, et toujours plus nombreux. Et lorsque j'ai compris, en faisant cette reconversion que j'ai fait, quand j'ai fait de l'énergétique, de la psycho-énergétique, je me suis formée auprès de nombreux spécialistes de différentes techniques et de différentes sciences, eh bien, j'ai compris à quel point le corps est complexe et multidimensionnel, et que lorsque l'on n'appuie que sur un levier, le levier du régime et des baskets, on est loin du compte finalement, parce que il y a la plus grosse problématique, c'est une question d'hygiène de vie, mais pas que. Alors, la stratégie que j'ai élaborée au fur et à mesure de ma propre expérience, et puis au fur et à mesure de l'expérience en tout cas, elle repose sur 2 piliers. Je vais vous parler aujourd'hui du second, mais le premier, vous avez sans doute, c'est le corps est le messager de l'âme. Vous avez sans doute entendu cette citation d'Hippocrate qui veut dire que, en fait, notre corps, tous ces maux, tous ces dysfonctionnements ont pour origine un désordre de l'âme, un désordre émotionnel, un trauma. Voilà, tout est d'origine émotionnelle. Et comme tout est dans notre corps très subtil, très sensible, eh bien, quand on vit quelque chose, il se répercute dans le corps. Toutes les maladies, tous les dysfonctionnements ont toute une origine émotionnelle. Et le deuxième axe que nous allons voir plus particulièrement ce soir, c'est que les émotions, elles doivent être prises jusqu'au bout, dans leur globalité et en profondeur, parce que sinon la libération n'est pas possible ou la libération est incomplète. Et comme le disait Hortense, j'ai écrit « et mincir pour de bon » et non pas « pour mincir pour de bon ». Et ça, c'est l'extension du deuxième axe, c'est-à-dire que, étant donné que notre corps exprime les émotions, sont l'expression de nos émotions, la minceur est l'expression d'un désordre, d'un déséquilibre émotionnel. Et que si on ne s'arrête que aux chiffres sur notre balance, eh bien, on s'empêche de voir plus grand que cette problématique de poids. On s'empêche de comprendre que le travail qui est possible pour vraiment te libérer de tous ces kilos émotionnels, c'est beaucoup plus large que la minceur, parce que le poids est le symptôme de nombreux déséquilibres et que tout est lié encore une fois. Et puis l'œuf ou la poule, vous connaissez. Et nous allons travailler sur 3 axes, donc les 4 thèmes que nous allons travailler aujourd'hui sont d'abord pourquoi est-ce que votre histoire pèse si lourd sur votre pèse-personne au quotidien, dans votre cœur, votre tête, comme le disait Hortense. Le deuxième, ensuite, c'est comment l'histoire a-t-elle laissé ces blessures si profondes dans notre corps, dans notre cœur, dans notre tête, etc. Mais une fois qu'on a dit ça, eh bien, comment s'en libérer, comment neutraliser les mémoires, comment guérir les cicatrices émotionnelles, et ce pour de bon, et ne pas se limiter à la simple gestion du stress, gestion des émotions, qui, je le répète, comme disait Hortense tout à l'heure, on ne fait que du travail de surface. La gestion, ça ne guérit rien, ça ne résout rien. Et puis enfin, eh bien, une fois que vous êtes libéré, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, après, restez avec nous pour la grande pratique avant de nous séparer. Il y a un point, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, il y a un point qui me semble extrêmement important. Ce malentendu entraîne une mauvaise approche et causée par les kilos. Or, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que, au contraire, c'est parce que vous portez un mal-être depuis très très longtemps que
vous vous réfugiez dans le confort et la douceur que peut vous apporter la nourriture pour l'apaiser. Vous voyez, c'est beaucoup. Et lorsqu'on prend le sujet de ce côté-là, quand on comprend que les kilos sont le symptôme d'un mal-être et non pas la cause, même si c'est un peu le cas, mais c'est surtout le symptôme d'un mal-être que l'on porte depuis longtemps. Et d'ailleurs, il n'est pas rare que ce mal-être, ces blessures émotionnelles, ces cicatrices émotionnelles, on les porte depuis tellement longtemps qu'elles font partie de nous, que on se les est tellement appropriées qu'on ne s'en rend même plus compte. C'est un petit peu comme l'horrible vase de la tante Ursule sur la commode de l'entrée. À force de passer devant, on ne la voit plus. C'est un petit peu, vous voyez, c'est un peu la même chose finalement. On l'a oublié tellement, il fait tellement partie de nous. Ce mal-être, cette souffrance, on ne la perçoit plus, on ne s'en rend même plus compte. Alors, pourquoi est-ce que cette histoire pèse aussi lourd? Alors, d'abord, il faut comprendre et prendre conscience que l'adulte que nous sommes aujourd'hui est la résultante de l'enfant que nous avons été. Que tout ce que nous vivons aujourd'hui entre en résonance avec ce que nous avons vécu enfant. Je vais vous donner un exemple très concret pour être plus clair. Hier, vous voyez, c'est récent, j'étais en consultation avec une dame qui me racontait qu'elle était en train de déménager et elle vivait un état de colère qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle ne comprenait pas pourquoi et elle sentait que elle avait très très envie de se réfugier dans la nourriture, qu'elle avait envie de choses très très enfantines. Vous voyez, des bonbons sucrés, des chamallows, des machins, des choses molles, des choses réconfortantes, etc. Et elle me disait, je ne comprends pas pourquoi ce déménagement me met dans un tel état. Alors je lui ai demandé en quoi ce que vous vivez aujourd'hui entre en résonance avec ce que vous avez pu vivre de difficile quand vous étiez enfant. Et là, ça a été une révélation pour elle. Elle s'est dit, mais c'est bien sûr, je suis coincée entre les velléités, entre les dictates, c'est le terme qu'elle a employé, entre les dictates de l'agence, le dictat de mon vendeur, le dictat de mon acheteur, le dictat du notaire. Et moi, j'ai mes contraintes et personne n'en tient compte. Et ça me rappelle que quand j'étais enfant, eh bien, je disais, je voudrais ceci, je voudrais cela, et c'était non. Pourquoi? Parce que. Et elle me disait, c'est ça ça me mettait dans une telle colère. Je voulais bien qu'on me dise non. Enfin, j'aurais accepté qu'on me dise non si on me disait, eh bien, c'est parce que c'est pas le moment, parce que il pleut, on ira la semaine prochaine, parce que je sais pas quoi, une explication. Mais parce que ça la mettait dans une colère noire. Et vous voyez le déménagement qu'elle était en train de vivre ou qu'elle venait de vivre, rentrer en résonance avec cette impuissance face aux diktats de ses parents. Il y a une chose à propos du vécu d'enfant qui est important, c'est que les enfants ne voient pas les choses de la même façon que les adultes. Les enfants, ils ont leur maturité d'enfant et puis ils sont égocentriques souvent. Le monde tourne autour d'eux. Et ils voient, ce n'est pas l'événement qu'ils vivent qui laisse des marques, mais c'est leur ressenti. Je vais illustrer par un autre exemple. Une dame que j'ai accompagnée il y a quelque temps m'avait raconté que quand elle était enfant, pour ses 5 ans, son papa lui avait dit « on va aller voir Disney ». Oui, super. Papa, dans combien de temps on va voir Disney? On se lève 5 fois, on se couche 5 fois, on se lève et on va voir Disney. Papa, quand est-ce qu'on va voir Disney? On se couche 4 fois, on se lève 4 fois, etc. La petite, elle piaffait d'impatience. Le jour du fameux voyage pour aller voir Mickey, le petit frère est tombé malade. Il était évident que tout parent responsable n'allait pas laisser un petit garçon malade pendant qu'ils allaient chez Disneyland. Donc,
ils ont annulé la sortie. En tant qu'adulte, on constate que c'est une décision responsable et intelligente. Mais la petite, elle, du haut de ses 5 ans, elle ne voyait pas du tout les choses comme ça. Elle attendait la visite chez Disney et au moment d'y aller, ah ben non, on n'y va plus. Elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie manipulée par papa qui lui avait promis d'aller voir Disney et au dernier moment, on n'y va plus. L'idée qu'il fallait rester présent auprès du petit frère malade pour prendre soin de lui, ça lui passait complètement au-dessus de la tête. Elle était trop petite pour ça. Tout ce qu'elle voyait, c'est qu'il y avait une promesse qui n'avait pas été tenue. Et donc, elle a été, au-delà de la déception, elle s'est sentie trahie. Elle a pensé que son papa lui avait menti. Et ça l'a entraîné chez elle toute une série de croyances erronées, de toute une série de croyances limitantes sur elle, sur le monde, sur papa, sur les autres, sur la vie, peut-être sur les hommes, etc. Ça a détruit son estime d'elle-même parce qu'elle s'est dit, eh bien, si papa m'a menti, c'est parce que le fait que je sois déçue, ça n'a pas de valeur pour lui, ça ne compte pas. Et si ça ne compte pas, c'est parce que je n'ai pas de valeur, je ne mérite pas d'être aimée. Vous voyez à quel point c'est allé loin dans sa petite tête de petite fille et à quel point ça a été vraiment traumatisant pour elle. Et ça a entraîné des comportements de compensation, de fuite. Elle s'est sentie en manquant de protection. Comment peut-elle se sentir en sécurité auprès d'un homme qui lui ment, auprès d'un homme qui a trahi sa confiance? Je me mets toujours à la place de l'idée du ressenti de la petite fille, bien sûr. Donc, vous voyez, là, on est dans la blessure de trahison. Vous les connaissez peut-être, les 5 blessures qui ont été théorisées avec talent par Lise Bourbeau, qui est connue mondialement pour ses travaux. Donc, je vous rappelle, il y a 5 blessures qui sont organisées sous l'acronyme TRAHI. Pour mieux se souvenir, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ces blessures-là, ce sont les plus courantes, mais il y en a plein qui en découlent finalement. Vous voyez, on n'a pas besoin de... L'enfant n'a pas... C'est pas parce que l'enfant ne vit pas des traumatismes extrêmement importants que l'enfant n'est pas blessé et ne porte pas des blessures importantes. Mais au-delà de ça, il y a plein de vécus que l'enfant porte et qui laissent des traces. Ça peut être toutes sortes de violences. Ça peut être des violences actives ou des violences passives. Ça peut être des violences dirigées vers l'enfant, ça peut être des violences non dirigées vers l'enfant. Par exemple, dans les violences actives, c'est moi qui ai fait cette classification pour plus de clarté, mais bon. Par exemple, dans les violences actives qui sont dirigées vers l'enfant, ça peut être un traumatisme qui va avoir un impact sur l'estime de soi de l'enfant. Par exemple, l'adulte qui est en charge de moi ne respecte pas mes besoins et mes désirs, il ne respecte pas ma sécurité. Donc, je n'ai pas de valeur. C'est un peu ce que je vous racontais avec l'exemple de tout à l'heure. Le harcèlement, là, ça interpelle, ça entraîne la blessure de rejet, la blessure d'humiliation. Il peut y avoir des violences sexuelles, physiques, psychologiques, des abus de pouvoir, des examens médicaux vécus agressivement. Là, on est dans quelque chose qui est actif et qui est tourné vers l'enfant, volontairement ou pas, hein, mais dirigé vers l'enfant en tout cas. Il y a des violences actives qui ne sont pas dirigées vers l'enfant, par exemple, mais dont l'enfant est victime collatéralement. Par exemple, l'alcoolisme des parents, par exemple, une violence conjugale des parents. Et puis, il y a des violences passives qui sont dirigées vers l'enfant. Par exemple, l'indifférence, le manque d'attention, le manque d'écoute, le manque de soins, des enfants qui sont fréquemment confiés à d'autres personnes, ou bien des enfants qui sont les derniers des fratries. Ça, c'est un exemple, c'est un cas que je retrouve extrêmement fréquemment. Parce que les aînés, ils découvrent des choses, ils sont les premiers à découvrir des choses, à apprendre à lire, à écrire, à faire ceci, à faire cela. Et donc, ils partagent et c'est nouveau. Et toute la fratrie en dessous, oh là là, qu'est-ce qu'il sait faire? Oh, il sait écrire, oh là là. Et les autres ne savent pas encore et donc ils sont admiratifs. Et
l'aîné a des choses à dire. Et quand le petit dernier arrive et qu'il apprend à lire et qu'il apprend à écrire, bon, bah oui, alors. Et là, le petit, il est frustré, il n'est pas intéressant, parce que ce qu'il vit, ce qui l'émerveille, tout le monde, il n'est pas intéressant. Je veux dire, aux yeux des. Il ne se sent, pardon, plus précisément, il ne se sent pas intéressant aux yeux des autres, parce que ce qu'il vit, ce qu'il découvre, eh bien, les autres l'ont déjà découvert vis-à-vis avant lui. Et donc, il trouve que lui, il n'a pas de valeur, parce qu'il n'intéresse ni sa maman, ni ses frères et sœurs. Vous voyez, ça, c'est un exemple de violence passive dirigée vers l'enfant. Et puis, il y a aussi des exemples passifs, des exemples de violence passive non dirigée vers l'enfant. Ça peut être un choc émotionnel, par exemple, vécu par la maman pendant qu'elle était enceinte. Donc, c'est un vécu, un ressenti in utero. Mais ça peut être aussi une séparation. Par exemple, si un parent est militaire ou si un parent est un personnel navigant dans une compagnie aérienne, eh bien, il y a une séparation que l'enfant va mal vivre. J'ai accompagné des enfants qui souffraient énormément du départ de leur papa tous les 3 mois, qui était militaire et qui partait en mission pendant 3 mois, et personne ne savait où. Enfin, en tout cas, ça faisait partie du secret de la mission, je veux dire. Hein. Il y a aussi les décès, le divorce des parents. Et l'enfant se demande souvent, est-ce que ce n'est pas ma faute si mes parents se séparent? Et c'est un gros, gros poids sur des épaules frêles d'un petit. Le déménagement, les placements par la DAS, un abandon par un parent. Si papa m'abandonne, si maman m'abandonne, s'il m'aimait vraiment, il ne serait jamais parti. Il ne m'aime pas. Donc, s'il ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas aimable. Donc, si je ne suis pas aimable, c'est que je n'ai pas de valeur. Vous voyez l'enchaînement? Et puis, il y a aussi la souffrance, le chagrin de l'abandon lorsque un frère ou une sœur est né quitte le nid. Et puis, enfin, il peut y avoir des accidents, tout simplement. Ça peut arriver n'importe quand, donc je ne suis en sécurité nulle part. Et puis enfin, par exemple, il y a l'arrivée des nouveaux conjoints ou de nouveaux enfants dans le cas des familles recomposées. Donc vous voyez, tous ces événements, ça peut être des traumas qui entraînent des traumatismes dans le cœur, l'esprit et dans la vie de l'enfant. Et puis, il y a un autre point qui est l'éducation. L'éducation, ça peut être très insidieux parce que c'est quotidien, parce que ça peut être des petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui sont répétées, 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 répétées. Ça peut être anodin, mais ça peut se révéler extrêmement ravageur et destructeur. Il y a les dits et les non-dits. Il y a les drivers. Vous connaissez les drivers, sois fort, il y en a 5, sois fort, fais plaisir, sois parfait, fais des efforts et fais vite, dépêche-toi. Il y a des absences d'encouragement, des absences de compliments, des absences de reconnaissance, des absences de je t'aime, de je suis fier de toi. Un enfant a besoin de voir ses efforts reconnus et récompensés. Mais d'ailleurs, il n'y a pas que les enfants, parce que quand on travaille, eh bien, on se donne du mal et on aime bien quand notre hiérarchie ou quand nos clients sont contents et nous le disent. Hein, on est d'accord. Il y a aussi des paroles critiques fréquentes, voire systématiques sur chacun des mots, sur chacun des pas, des gestes, des moqueries, des surnoms un peu dévalorisants. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Et puis, il y a aussi des phrases charmantes du genre « je voulais un garçon, puis j'ai eu une fille, ben, tant pis hein. » Ou alors « le préservatif s'est déchiré » ou bien « nous ne voulions pas d'enfant ». Comme ça, l'enfant, il se sent bien légitime, il se sent bien attendu, il se sent bien désiré. C'est un bon départ dans la vie. Peut-être que vous avez entendu ça vous-même. Hein. Les parents ne se rendent pas compte quand ils le disent, ils ne se rendent pas compte de l'impact négatif et du chagrin que ça crée à l'enfant. Et puis, il y a également la négation des émotions de l'enfant en leur interdisant de les exprimer. L'enfant rit, calme-toi, calme-toi. L'enfant pleure, non, ne pleure pas. Un garçon, ça ne pleure pas. Ou tais-toi, tu chouines encore. Allez, avance. Là aussi, l'enfant ne se sent pas entendu dans ses émotions.
Et à partir du moment où ils ne se sont pas entendus, eh bien, et même que ces émotions sont niées, eh bien, si c'est nié, c'est parce que ça n'a pas de valeur, c'est parce que ce qu'il ressent n'a pas de valeur, n'est pas intéressant, ne mérite pas d'être pris en charge, d'être écouté. Le fait de minimiser aussi les ressentis, de faire accepter pour ne pas faire de vagues. Dans une famille qui peut être un peu bousculée, ouh là là, je ne me tais pas, je ne dis rien, enfin je me tais au contraire, je ne dis rien, je n'exprime rien, je minimise tout pour ne pas faire de vagues, pour ne pas en rajouter, pour protéger mes parents. Et puis il y a les croyances erronées qui sont transmises, le monde est dur, les gens sont méchants, etc. Il y a dans l'éducation aussi des choses qui sont beaucoup plus délétères qu'on ne le croit. C'est l'absence de bienveillance. On parle de maltraitance, mais on pourrait parler d'absence de bientraitance. L'inégalité de traitement d'un frère par rapport à un frère ou une sœur. Oublier de fêter un anniversaire, c'est ce qu'on appelle des silences assourdissants. Oublier un cadeau, ne pas donner de tendresse, ne pas donner de témoignage d'amour, prendre une décision au mépris de la vie de l'enfant, du goût, du besoin de l'enfant, le manipuler. Les enfants qui sont trop couvés, qu'on empêche de sortir de leur zone de confort, ça aussi, c'est une absence de bientraitance parce que l'enfant a besoin de se construire en sortant de sa zone de confort, en testant petit pas par petit pas, pour prendre, et quand il sort de sa zone de confort et qu'il réussit, eh bien, ça nourrit sa confiance en lui. Donc, c'est important. Puis, il y a des éducations toxiques, évidemment, les critiques systématiques, les punitions à tort et à travers pour des vêtis. Alors, l'enfant ne sait plus du tout où il est, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. L'enfant, il est très binaire et il a besoin d'un cadre. L'enfant, c'est un petit peu un Lilliputien dans un pays de Gulliver. Et il a besoin de la sécurité que peuvent lui donner les Gulliver. Il est tellement petit dans un monde qui est tellement grand, il a besoin qu'on prenne soin de lui, il a besoin qu'on le sécurise, il a besoin de protection et le cadre, comment agir dans le milieu des Gulliver pour me faire apprécier, pour que je puisse rentrer dans le monde des Gulliver. Ça le rassure qu'on lui donne un cadre, qu'on lui explique ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait, comment respecter les autres, comment se faire respecter, etc. Et lorsque dans une éducation toxique, on gronde l'enfant pour tout et n'importe quoi, il ne sait plus du tout où il en est, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Alors, du coup, je fais le moins possible, mais si je ne fais rien, je me fais aussi gronder. Donc, l'enfant est complètement son dessus-dessous. Il peut y avoir aussi des responsabilités trop lourdes. Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu. Et puis, des appels constants à l'attention qui ne laissent pas d'espace à l'enfant. Soit les enfants prennent acte que leurs parents se trompent, ce qui est rare, soit les enfants intériorisent qu'ils méritent la punition. Et ça, c'est vraiment délétère pour l'enfant. Si je mérite une punition, quoi que je fasse, c'est que je ne suis pas bon, c'est que je ne mérite pas d'être aimé, c'est que je suis à moins que rien, etc. Allez donc vous construire d'une façon saine et épanouissante avec une croyance limitante, une croyance erronée comme celle-là. Ce n'est pas facile. Hein. Et puis, c'est là qu'on se rend compte que quand on a porté tout cela, quand on porte tout cela pendant des années et des années, à un moment, on a besoin de se protéger. De se protéger, je ne vais pas reprendre tous les exemples, mais se protéger contre soi, contre les autres. Par exemple, quand on a des parents qui sont violents, par exemple, ou du harcèlement, une protection contre une situation, par exemple un déménagement, un départ répété du parent pour travailler, etc. Et puis, ça peut être aussi une protection contre soi-même, contre le manque d'amour qu'on a pour soi-même, mais peut-être tout simplement une protection contre soi-même. Je vais vous donner un exemple que j'ai retrouvé assez souvent. Il y a des femmes qui me disent, en fait, quand j'étais mince, j'étais super canon et j'étais vraiment très courtisée. Maintenant, je suis mariée et
ça n'est pas dans mes valeurs, ça n'est pas dans ma culture, ça n'est pas dans ma façon de voir les choses que de tromper mon conjoint. Et donc, je me suis dit inconsciemment que si je m'enlaidissais, eh bien, je ne serais plus tentée par l'adultère et je ne risquerais plus l'adultère. Et donc, leurs kilos, en grossissant, elles ont cru qu'elles seraient moins désirables. Et c'est quelque chose que j'ai vu. Alors, faire comprendre, démonter tout cela, c'est quelque chose qui est très subtil. Hein. C'est tout un enchaînement de croyances erronées qui est très subtil. Et on arrive enfin à l'idée d'être forte, de faire le poids, de ne pas être faible, de la peur de ne pas être à la hauteur. Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Lorsque on fait face à un danger, le cerveau reptilien propose 3 options. Le figement, bon, on le met de côté parce que ça ne sert pas notre propos, la fuite ou l'affrontement. Lorsque le cerveau reptilien est branché sur la fuite, eh bien la personne va mincir en cas de stress pour pouvoir courir vite et se cacher facilement. Donc, plus elle sera mince, plus elle courra vite et plus elle se cachera facilement. À l'inverse, lorsque le cerveau reptilien est branché affrontement, il faut être forte, il faut faire le poids pour pouvoir affronter. Il faut être à la hauteur de l'événement, de l'agression, et donc, il faut prendre de la masse pour lutter. Et à cet égard, j'attire votre attention sur le double sens de être forte. Est-ce que vous avez remarqué, peut-être que si vous aviez des problèmes de surpoids ou si vous étiez un peu ronde ou rond quand vous étiez enfant, peut-être que vous étiez très très fort quand les adultes disaient, très fier quand les adultes disaient de vous, oh là, le petit, la petite, elle est forte. Alors l'enfant était très fier, oui, oui, je suis forte, j'ai beaucoup de puissance, il se voyait avec des muscles, etc. Il se rengorgeait. Il ne comprenait pas que le mot fort, ce n'était pas employé dans ce sens-là. Et encore aujourd'hui, le cerveau cafouille un peu et associe les deux sens, mélange les deux sens. Enfin, l'enfant, depuis les 3 derniers mois de sa vie in utero, jusqu'à ses 7 années de vie, son cerveau est sur le mode θ et sur la fréquence θ. La fréquence θ, c'est la fréquence qui est utilisée pour l'hypnose. Ça veut dire que tout ce que l'enfant expérimente s'imprime comme un programme dans son cerveau. Et tout ce que vous avez expérimenté pendant cette période, c'est imprimé comme un programme. Donc avant d'aller plus loin, vous comprenez à quel point le travail qui nous attend pour vous libérer du poids de cette histoire est important, mais surtout qu'il doit être pris en charge d'une façon très précise, d'une façon très complète, d'une façon très profonde. Et vous comprenez à quel point la gestion des émotions et la gestion du stress, on est vraiment loin du compte. Comment est-ce que ces cicatrices s'engramment dans nos corps? Eh bien, il y a d'abord les cicatrices énergétiques. L'impact sur les corps énergétiques, sur les chakras, sur les méridiens, sur les centres énergétiques. En se figeant dans les corps énergétiques, dans les chakras, eh bien, ces cicatrices vont les déformer et laisser une marque importante qui s'enlève, qui se répare, qui se cicatrise, qui se guérit,
par des pratiques énergétiques. Rien n'est figé dans le marbre. Les chakras se nettoient, se rééquilibrent, se remettent dans le bon sens. Les chakras, selon la nature de ce que vous avez vécu, ça sera un chakra plutôt qu'un autre qui sera impacté. Ça sera un corps énergétique plutôt qu'un autre qui sera impacté. Par exemple, si vous avez vécu des peurs, eh bien, ce sera plutôt le chakra racine qui emportera les stigmates. Il y a également des perturbations dans les méridiens. Les émotions vont perturber tout le fonctionnement des corps énergétiques. Les corps énergétiques sont très subtils. Les méridiens, les chakras, les centres énergétiques sont très subtils et sont très sensibles à la puissance d'une émotion. Et une émotion va pouvoir perturber donc le fonctionnement des méridiens, soit en le bloquant, soit en le ralentissant, soit même en inversant le sens de circulation des méridiens. Là, c'est pareil, eh bien, un travail énergétique en profondeur permet de remettre les méridiens en bon ordre de marche et de supprimer tous les dysfonctionnements, tous les verrous, etc. Par ailleurs, pour la médecine chinoise, il y a une correspondance entre les systèmes ou les organes et les émotions. Par exemple, la tristesse est en lien avec le poumon, la peur est en lien avec les reins, la colère est en lien avec le foie. Très souvent, je remarque, quand je commence un soin énergétique en tout début de programme et que je vois qu'il y a un organe qui fonctionne au ralenti, je pose des questions et ça se vérifie très, très souvent. Alors, comment est-ce qu'elle fait pour cette histoire, pour laisser des cicatrices aussi profondes dans le cerveau, dans les cellules, etc. On a vu les corps énergétiques, on a vu que l'impact de ces émotions sur les corps énergétiques. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que cet impact allait modifier la compréhension de l'environnement et le traitement émotionnel des informations. Ces modifications énergétiques, ces changements énergétiques allaient faire comme des filtres déformants et accélérer et augmenter notre réaction et notre réactivité face à des événements. De même que les 5 blessures dont je vous parlais tout à l'heure forment également un filtre déformant qui augmente tous les événements qui ont en germination, en germe, une des 5 blessures. Je m'explique. Si par exemple, reprenons l'exemple de la petite fille avec Disney, donc qui portait la blessure de la trahison. Elle croyait que son papa l'avait manipulée, l'avait trahi, lui avait menti. Hein, je vous rappelle. Donc elle portait la blessure de trahison. Eh bien, cette petite fille, tout au long de sa vie, si elle ne fait pas de travail thérapeutique, à chaque fois qu'elle va vivre une situation dans laquelle il y aura le début du commencement d'une idée de mensonge ou de trahison, eh bien, elle va surréagir. Et elle va peut-être même suspecter de la trahison ou du mensonge là où il n'y en a pas. Hein? Alors, maintenant, nous passons au cerveau. Normalement, l'information passe par l'hypothalamus et est traitée et va vers les lobes frontaux, qui va les décoder, les analyser, etc. Et lorsqu'il y a une information qui est trop violente, quand il y a des émotions qui sont trop difficiles, eh bien, il va y avoir un changement de chemin. L'hypothalamus va bloquer l'information et va faire en sorte qu'elle soit traitée par l'hippocampe et ensuite par le tronc cervical. Et ce changement de chemin va être
accompagné de rupture des connexions neuronales entre le thalamus et les lobes préfrontaux. Et donc, il va falloir un travail thérapeutique pour pouvoir reconnecter, renouer toutes ces connexions. L'importance de la blessure va dépendre du nombre des liaisons brisées, évidemment. Et souvent, quand la blessure est intemporelle, quand la blessure est permanente, eh bien, on a souvent du mal à en parler. Je vous parlais de trauma et de traumatisme. Alors, quand on vit, là-dessus, j'ai glissé et je ne vous ai pas précisé quelque chose. C'est quand on vit quelque chose de difficile, la structure même du cerveau est impactée. Le trauma, qu'il soit un traumatisme, qu'il soit un trauma physique ou un trauma psychique, c'est une blessure causée par un événement. Et le traumatisme, c'en est la conséquence. Donc, le traumatisme, ça va être la rupture, la destruction des liaisons neuronales dont je peux vous parler, qui entraîne des changements de comportement. Ça peut être des replis sur soi, ça peut être de la boulimie, ça peut être des phobies, etc. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser que je vous ai parlé d'hypothalamus, mais je voulais dire le thalamus, excusez-moi, ma langue a fourché. Il y a aussi d'autres choses dans d'autres organes, d'autres parties du corps qui sont impactées par les émotions, par des traumas. Il y a les deux branches du nerf vague qui peuvent se figer. Il y a les fascias qui peuvent se figer. Vous savez, les fascias, pour faire court, ce sont les membranes qui entourent les organes, qui entourent les muscles, etc. Et lorsque les nerfs vagues sont figés, lorsque les fascias sont figés, eh bien, on est comme emprisonné dans nos émotions. Il y a également l'ADN. Là, on entre dans l'épigénétique. Hein. Il y a certaines variations dans la séquence ADN qui vont être modifiées. Hein, et ça va entraîner des changements dans les comportements alimentaires. Ça peut modifier également les gènes du récepteur de la dopamine, qui est l'hormone du bonheur, qui est impliquée dans le sucre également, etc. Donc, les traumas peuvent donc laisser des traces sur la séquence ADN et qui peut se transmettre également d'un membre à l'autre. Dans le cerveau, il y a également certaines couches, certaines zones du cerveau qui reçoivent les informations et qui les engramment, comme les mésodermes, l'endoderme, l'ectoderme, etc. Ce sont toutes ces zones-là qu'il faut prendre en compte, dans lesquelles il faut neutraliser les traumas. Et puis dans le cervelet également, il y a des mémoires qui s'impliquent. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que j'ai été claire. Mettez-moi dans le chat si j'ai été claire, mais je ne rentre pas trop dans l'épigénétique parce que ça pourrait faire l'objet d'une conférence rien que sur ce sujet-là. D'ailleurs, c'est peut-être une idée pendant que j'y pense. Enfin, les pensées sont des énergies. Et les pensées influencent notre vie. Bouddha disait, tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Les pensées influencent notre vie à notre insu. Si vous vous dites, aujourd'hui, je me suis cassé un ongle en me levant, je vais passer une journée épouvantable. Vous pouvez être sûr que vos pensées vont s'organiser, que votre inconscient va s'organiser pour que vous ayez effectivement une journée épouvantable. Parce que, bon, c'est un exemple, la façon dont vous voyez le monde, les pensées que vous générez, qui sont des énergies, se nourrissent pensée après pensée. Si vous vous dites, les gens sont méchants, tous les jours à longueur de journée, eh bien, chaque fois que vous vous dites, les gens sont méchants, eh bien, c'est comme si vous mettiez une pièce dans une tirelire. Et vous allez finir par percevoir
que les gens sont vraiment méchants. Alors que si vous vous dites les gens sont tous des amours et que vous le répétez, eh bien, votre vie va être nourrie par cette pensée-là et vous allez voir que vous n'allez rencontrer que des amours. Là aussi, c'est un sujet extrêmement riche, le fait que les pensées soient des énergies. Faisons très attention à nos pensées et à ce que l'on dit. Les fameuses phrases toutes faites, l'argent ne pousse pas dans les arbres, il faut travailler dur, etc. Non, il y a des gens qui ne, pour être riche, par exemple, il y a des gens qui sont riches et qui ne travaillent pas dur. L'argent qui pousse dans les arbres, ça c'est sûr, c'est pas le cas. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus. Faites attention aux pensées. Alors, on en arrive à comment se libérer de toutes ces marques. Comment neutraliser, comment cicatriser, comment désengrammer toutes ces blessures, toutes ces cicatrices. Selon leur nature, on va plutôt les désengrammer ou plutôt les neutraliser. Dans certains cas, on va les désengrammer, il faut les enlever du cerveau. Mais dans certains cas, eh bien, il convient juste de les neutraliser parce que votre histoire, elle fait partie de vous. Il faut juste qu'elle arrête de vous faire souffrir, que cette histoire fasse partie de vous. D'accord, j'ai vécu ça, mais ça ne me fait plus souffrir. Si on supprime votre histoire, il va vous manquer quelque chose. C'est ce que vous avez vécu, les difficultés que vous avez vécues. Elles sont constitutives de qui vous êtes aujourd'hui, de la personne forte, de la personne empathique, de la personne généreuse que vous êtes, de la personne courageuse, persévérante, résiliente que vous êtes. Donc, il ne faut pas supprimer toutes les cicatrices et toutes les blessures, en tout cas, pas n'importe où. Il faut désengrammer les mémoires sur les corps énergétiques. Partout sur les corps énergétiques, partout dans les chakras, les méridiens, les centres énergétiques concernés. Là, on désengramme. Avec un travail qui se fait doucement, précisément et en profondeur. Si on le fait trop vite, vous passez d'un état à un autre, c'est trop perturbant. Vous ne pouvez pas passer d'un état de mal-être profond à un état de sérénité totale. Le changement serait beaucoup trop brutal. Il faut y aller par paliers, au rythme juste de votre corps. Je dis au rythme juste de votre corps parce que le rythme juste d'une personne ne sera pas le rythme juste de l'autre. C'est important de se mettre à l'écoute. Il est nécessaire de désengrammer également dans le cerveau et dans le système nerveux. Il est important également de défiger, je vous parlais de les fascias et le nerf vague, pour se libérer de l'émotion. Et il faut neutraliser dans le subconscient, dans l'inconscient, dans les cellules et dans l'ADN. Et pour aller, bien sûr, quel bénéfice vous allez en retirer, c'est le fait d'être libéré d'une façon multidimensionnelle de toute cette souffrance, de tout ce mal-être. Eh bien, vous allez pouvoir vous sentir tellement plus libéré, tellement apaisé. Mais au-delà de ça, bien au-delà, donc vous voyez que là, on est vraiment au-delà du poids de forme. Il y a beaucoup de monde me dit, la plupart du temps me dit, mais je me sens super bien, je me sens plus légère, je me sens apaisée, je suis fière de tout le travail intérieur que j'ai fait, je me suis délestée de comportements qui étaient liés à une éducation, qui étaient liés à des facteurs externes, qui étaient chargés de culpabilité, par exemple. J'ai renoué
la confiance en moi, j'ai renoué une relation avec moi-même. Et c'est comme une renaissance. En fait, je me découvre en me mettant à l'écoute de moi-même, en m'autorisant enfin à me mettre à l'écoute de moi-même, en réapprenant à m'aimer. Normalement, un petit, il s'aime d'une façon inconditionnelle et c'est en grandissant que cet amour se détruit. Eh bien, le travail que j'accompagne permet de se reconnecter à soi-même, de se reconnecter à l'amour de soi, de reprendre de la gratitude vis-à-vis de son corps. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Hortense vous disait, il y a des conseils tout simples que vous pouvez faire. Eh bien, ça, c'en est un que vous allez pouvoir suivre dès demain matin. C'est vous mettre devant la glace et de vous dire merci, de dire merci à votre corps. Merci à mes poumons de fonctionner, merci à mon corps de me permettre de me mouvoir, de me lever quand j'en ai envie, de m'asseoir quand j'en ai envie, d'aller courir quand j'en ai envie. Merci à mes bras de pouvoir prendre ce que j'aime dans les bras. Tout le monde, hélas, tout le monde ne peut pas en dire autant. Tout le monde n'a pas des poumons qui fonctionnent facilement. Tout le monde n'a pas des bras et des jambes qui fonctionnent facilement, qui nous permettent de nous lever, de nous asseoir, etc. Merci à mon corps de bien fonctionner. Merci à mon corps de bien fonctionner alors que je le traite tellement mal, Je lui donne de la nourriture qui n'est pas forcément saine, je lui en donne trop, je le gave. Il continue à marcher, il continue à faire son travail. Merci à toi, mon corps, de fonctionner. Merci à mes intestins. Merci à mon estomac de ne rien dire. Merci à mon foie de tout avaler et en continuant à travailler aussi bien que possible. Ça, vous pouvez le faire. Et le fait d'envoyer de la gratitude à son corps, on envoie des énergies positives à son corps. Si vous le faites tous les matins, vous allez voir que c'est un exercice qui est vraiment tout simple, mais qui est géant, mais vraiment géant. Remercier son corps de continuer à fonctionner malgré le manque d'amour qu'on lui porte. Cette gratitude-là, elle est très, très nourrissante. Le fait de se libérer également de tous ces kilos, de ne plus les subir, de redevenir acteur de sa vie. Redevenir acteur de sa vie, c'est quelque chose qui est important. Je m'arrête un peu dessus parce que quand on vit les choses, en fait, on a deux choix, deux possibilités. Je vis un événement. Soit je me dis, oh là 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 là, mais c'est vraiment pas de chance, ça y est, c'est encore ça, mais la vie, quelle chienne de vie, et il m'arrive que des tuiles, et c'est catastrophique, et vraiment, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Là, si vous êtes dans cet état d'esprit de victime, vous n'apprenez rien, parce que vous vous mettez dans un état passif. À l'inverse, vous vivez exactement la même situation, et vous vous dites, pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre de cet événement? Qu'est-ce que je dois apprendre sur moi? Ou qu'est-ce que je dois apprendre des autres? Eh bien, le fait de vous dire, de prendre l'événement, même des événements qui sont importants, hein, ou même très, très, très violents ou très difficiles à vivre, pourquoi est-ce que je vis ça et qu'est-ce que je dois apprendre de cet événement? Eh bien, quand vous vous dites, voilà, je dois apprendre, à mon avis, je dois apprendre ça, ça et ça. Eh bien, vous devenez acteur de votre vie parce que vous apprenez à profiter de ce que la vie vous offre, même ce qui est difficile. Qu'est-ce que je dois apprendre? Eh bien, je dois apprendre que je découvre que je suis beaucoup plus forte que je ne le croyais. Je découvre que je suis aimée par des voisins qui me tendent la main et je croyais que j'étais seule au monde et je découvre la solidarité de mes voisins, par exemple.
il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. J'ai accompagné une personne, sa vie c'était épouvantable. Victor Hugo, Les Misérables à côté, c'est quelque chose de rigolo. Et c'était une femme d'une puissance de, de résilience, une puissance d'amour, une leçon de vie absolument incroyable. Et cette dame, elle était actrice de sa vie. Et à chaque fois, elle disait, j'ai vécu ça, mais ça m'a permis de faire ça m'a permis de comprendre ça m'a permis d'être forte, de traverser telle chose, de tendre la main à des gens, etc. Et ça, eh bien, c'est un exemple de redevenir actrice de votre vie. Et même sans vivre des choses aussi difficiles, le fait de vous libérer de vos kilos, et de vous libérer du poids de votre histoire pour renouer, reprendre la maîtrise de votre vie, redevenir acteur de ce qui est bon pour vous, décider ce qui est bon pour vous, décider de ce qui est juste pour vous, ne pas laisser les autres le faire. Écoutez, osez écouter votre voix au X et votre voix au IE intérieur et les faire respecter par les autres. Je rencontre beaucoup de femmes qui ont grandi avec la croyance erronée que leur goût, leurs envies étaient ridicules et pas intéressantes. Et quand on leur dit est-ce que tu veux aller, je ne sais pas moi, au restaurant, tu préfères un restaurant chinois ou un restaurant indien? Elles répondent, oh, je ne sais pas, comme vous voulez. La personne en face, elle est très frustrée parce que quand il y a du comme vous voulez, eh bien, il n'y a pas d'échange possible. Alors que quand on répond, ah, mais j'aime bien le chinois, mais aujourd'hui, j'aimerais bien manger indien. Eh bien, ah bon, il peut y avoir un échange qui se crée et surtout l'autre est heureux de faire plaisir. On a l'impression que, donc pour en revenir au début de ce que je disais, c'est qu'on a honte, on n'ose pas exprimer ses besoins, ses désirs parce qu'on les trouve ridicules et on a un peu honte. Et en fait, c'est complètement faux. Au contraire, ça fait tellement plaisir à l'autre d'être à l'écoute et de respecter les besoins de l'autre et les désirs. Et puis enfin, oser exprimer, rayonner qui vous êtes. Ça peut être oser exprimer ses émotions et ses opinions, oser avoir une vie de couple harmonieuse, oser s'adonner à la musique, à la peinture, au sport, au chant ou que sais-je. Ça peut être oser créer une entreprise, une association, oser prendre part, faire sa part dans le monde. J'ai accompagné beaucoup de femmes qui me disaient j'aimerais bien créer ceci, j'aimerais bien créer cela, mais je n'ose pas. J'ai peur, il faudrait que j'aille voir telle personne ou telle personne, il faudrait que je demande que j'aille à la mairie faire telle démarche ou faire telle chose, et je n'ose pas. J'ai peur qu'on me rie au nez ou qu'on me rejette. Et une fois qu'on s'est libéré de toutes ces peurs, eh bien, on peut oser exprimer ses envies et créer l'association, de faire la formation, etc., pour vibrer qui on est. Et l'un des objectifs importants, et peut-être même le principal objectif de mon accompagnement, c'est de prendre les femmes là où elles sont et les emmener là où elles ont envie d'être. Et chacune peut trouver dans ce que je propose ce qui leur convient. Et pour aller plus loin, j'ai préparé un atelier, mais avant de le décrire plus avant, je vais laisser Hortense vous expliquer les manipulations techniques qui sont nécessaires pour le faire. Merci Odile. Alors pour les personnes, qui nous regardent en direct donc, j'ai mis dans le chat, le lien, pour vous inscrire à l'atelier d'Odile
et vous aurez aussi toutes les informations concernant cet atelier. Ça se passera le vendredi 22 septembre à 20h30 comme aujourd'hui en direct. Pour les personnes qui regarderont, le replay, vous allez avoir en dessous de la vidéo toutes les informations aussi concernant cet atelier, et si vous regardez, le replay sur YouTube, vous aurez un descriptif en dessous de la vidéo avec un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour vous inscrire à l'atelier. Donc je disais tout à l'heure que le direct pour l'atelier, c'est le vendredi 22 septembre, mais si vous ne pouvez pas, y assister, bien sûr, vous aurez, le replay aussi de cet atelier, que vous pourrez, acquérir un peu plus tard, même si vous ne le prenez pas aujourd'hui. Voilà. Et ben, écoute, je te laisse à nouveau, la parole, pour, parler justement de cet atelier. Qu'est-ce qu'on va voir dans cet atelier et comment, justement, sortir de ces blessures? Comment, entrer en profondeur, dans l'amincissement en étant en en prenant soin de nous, en fait, Odile. Et là, je te pose la question, et peut-être qu'avec, ce que tu diras à propos de l'atelier, ça répondra à la question, d'Yveline, mais on en a déjà parlé aussi dans la présentation. Yveline demande si on est sûr de mincir et sur la durée. Voilà, donc je te laisse la parole pour nous parler de cet atelier, ce qu'on va y voir. Euh, eh bien, je vais, avant de vous présenter l'atelier, je vais répondre à Evelyne. À partir du moment où l'on a pris en charge la cause émotionnelle profonde de vos problèmes alimentaires et de votre problème de poids, les kilos s'envolent. Comme je vous le disais, vous vous souvenez tout à l'heure, il y avait le cœur qui était dans une cuirasse, et je vous disais que les kilos étaient comme une cuirasse de protection contre les autres, contre les situations, etc. À partir du moment où on est libéré du poids de notre histoire, et donc eh bien, la cuirasse de protection que l'on s'est faite n'a plus lieu d'être. Et le corps, il n'est pas idiot. Quand il n'a plus besoin de quelque chose, il s'en déleste. Et les kilos s'envolent de même. De même que lorsque vous êtes stressé, vous avez peut-être remarqué que vous pouvez manger une feuille de laitue sans assaisonnement, vous allez prendre du poids. Parce que le stress stimule la fabrication de l'hormone du stress, le cortisol, qui favorise la prise de poids. Donc, même si vous mangez de la laitue sans assaisonnement, encore une fois, vous allez prendre du poids. À partir du moment où la cause émotionnelle de souffrance est guérie, eh bien, vos kilos s'en vont de même. S'en vont de même. Vous respectez une hygiène de vie, vous faites tous les exercices que je propose dans mon accompagnement, parce que c'est quelque chose que l'on fait à deux. Moi, on est un peu comme un tandem. Hein, dans une côte, s'il n'y a que moi qui pédale, on ne va pas monter haut. Si c'est vous qui pédalez, vous ne savez pas où aller. Mais à deux, on est super forte et on monte la côte. Dans un accompagnement thérapeutique de ce genre, il faut être deux. Moi, je vous guide et vous faites les pratiques. Mais ce ne sont pas des pratiques, ça n'est pas un chemin de croix, ce sont des pratiques, vous allez voir, on va en faire une ce soir, c'est ludique, c'est agréable et on se sent tellement bien après. Et donc, l'amincissement coule de source. Voilà. J'espère que j'ai bien répondu à votre question. Evelyne, vous pouvez me dire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai dans un instant. OK. Merci. Donc, le 22 septembre, je vous invite à venir me rejoindre
pour jeter les premiers jalons de votre nouvelle vous. Et nous allons faire 3 pratiques pour vous aider à commencer à vous alléger, à alléger votre corps du poids émotionnel de votre histoire. Dans cet atelier, nous allons faire 3 pratiques. Une première qui va commencer à vous libérer des mémoires cellulaires, ces mémoires cellulaires qui réveillent les pulsions alimentaires, les désordres alimentaires. Et donc, je vous guiderai dans cette pratique pour que ces pulsions alimentaires s'apaisent. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est parce que vous avez un stimulus que vous avez une pulsion alimentaire. Vous avez un stimulus qui fragilise votre sentiment de sécurité, qui fragilise votre confiance en vous, qui augmente votre stress et vous avez besoin de la nourriture pour vous apaiser, pour vous remplir, pour vous apporter de la douceur. À partir du moment où la cause se guérit, eh bien, la pulsion alimentaire disparaît. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Pour l'atelier, je vais vous guider dans une pratique. Et ensuite, la pratique, vous pourrez la refaire vous-même. Vous pourrez la refaire aussi souvent que vous en avez envie. Et pendant quelques semaines, eh bien, le temps que les pulsions alimentaires s'apaisent et le temps que vous ayez apaisé la cause émotionnelle principale de vos pulsions alimentaires. C'est un petit peu, vous savez, c'est un petit peu comme un travail thérapeutique. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait, c'est un peu comme un oignon. À chaque pratique, on enlève une couche. Et je vous disais en introduction que le corps n'est pas monolithique. Eh bien, à chaque pratique, on enlève une couche pour arriver au cœur. On ne fait pas les choses comme ça, bouf, d'une seule fois, ça serait trop brutal. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La deuxième pratique que nous allons faire au cours de cet atelier, ça va être de couper les liens énergétiques de la blessure émotionnelle principale qui est à l'origine de vos kilos en trop. Je vous indiquerai comment on fait pour vous en libérer. Ça, c'est quelque chose qui n'est jamais fait ou rarement fait. Quand on a une blessure, on ne pense jamais à couper les liens énergétiques de cette blessure. C'est un peu comme si on voulait désherber un jardin et qu'on ne coupait que les feuilles du pissenlit à ras la terre et qu'on laissait les racines. Le pissenlit va repousser. Eh bien, là, la blessure émotionnelle ne va pas repousser, mais elle ne va pas être neutralisée à 100%. Et les liens énergétiques laisseront une empreinte. En fait, à la réflexion, cette image de pissenlit, ce n'est pas du tout une bonne image. Mais vous avez compris le sens de ce que je voulais vous dire. La troisième pratique que nous allons faire ensemble, c'est la reprogrammation de votre subconscient pour qu'il ne vous sabote plus dans vos efforts. Et je vous montrerai quelques pratiques toutes simples que vous pourrez refaire facilement. Et l'objectif de cet atelier, c'est de vous donner des clés pour que vous puissiez ensuite les réutiliser, vous approprier ces pratiques et les refaire aussi souvent que vous en avez envie et les adapter aussi au fil du temps à tel et tel événement pour être autonome. Alors, avant la surprise, eh bien, je vous propose de me poser vos questions. Tu as répondu tout à l'heure à Yveline et elle repose cette question même en hypothyroïdie? L'hypothyroïdie peut être partiellement prise en charge sur le plan émotionnel parce que l'hypothyroïdie trouve souvent sa source dans un événement stressant de votre vie. Et là, il y a deux aspects. Neutraliser la cause émotionnelle de votre thyroïdie, ça, c'est mon champ de compétences.
la prise en charge médicale de l'hypothyroïdie, là, ça n'est plus mon champ de compétence. Et on ne peut pas s'affranchir de la prise en charge médicale dans le cadre de l'hypothyroïdie. Il y a un déficit de fabrication d'hormones. Ça, c'est vous avez besoin de l'accompagnement d'un médecin pour réguler la TSH, etc. Et moi, ça, c'est pas mon champ, et ça serait, ça, c'est pas mon champ de compétence. Voilà. D'autre part, les endocrinologues ne vous diront jamais que votre hypothyroïdie est la cause de votre surpoids. L'hypothyroïdie ralentit le métabolisme, favorise, mais ça n'est pas une cause. Il y a des tas de gens qui ont des hypothyroïdies qui n'ont pas de problème de poids. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, je pense qu'on peut passer à ton cadeau. Alors, on va faire la pratique. J'adore faire les pratiques, j'adore partager des pratiques avec vous. Alors, les pieds au sol, alors soufflez pour bien vider vos poumons. Inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la terre, qui va les accueillir et les recycler, les transmuter. Inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant vos tensions au cœur de la terre. Et une troisième fois. Inspirez lentement et expirez lentement. Mettez votre conscience dans votre cœur et visualisez comme un fil d'or qui part de votre cœur, qui descend, passe par le chakra racine au niveau du périnée et s'enfonce profondément dans la terre pour s'ancrer au cœur divin de la terre. Et l'énergie tellurique va remonter par ce chemin, par ce fil d'or et nettoyer, purifier, nourrir chaque partie de votre corps, chaque particule, chaque cellule de votre corps physique et de vos corps énergétiques. Elle va le faire à l'inspire et à l'expire, elle va retourner à la terre, chargée de vos énergies usées. Inspirez profondément, lentement, l'énergie tellurique monte, vous nettoie, vous purifie, et à l'expire, l'énergie redescend, chargée de vos énergies usées. Et vous allez le refaire encore 2 fois. Prenez tout votre temps. Ressentez cette libération, ce nettoyage, cette purification. Gratitude pour la terre et pour les énergies telluriques. Mettez votre conscience dans votre cœur à nouveau et visualisez un autre fil d'or qui part de votre cœur, qui monte, passe par le chakra coronal au niveau du sommet de la tête, s'élance dans le ciel et se connecte aux plans les plus élevés. Et de la même façon, l'énergie céleste va redescendre par ce fil d'or et nettoyer, purifier et nourrir, mais sur un autre niveau, dans une autre dimension, chaque particule, chaque cellule de votre corps physique et de vos corps énergétiques. Et observez le nettoyage, la purification, l'allègement qui est en cours. Et soyez dans la gratitude de ce qui se passe. Donc faites-le 3 fois.
Maintenant, mettez votre conscience dans votre cœur et nous allons commencer la pratique qui est une pratique qui est proche de celle de Doreen Virtue, que vous connaissez peut-être. Mettez votre conscience dans votre cœur et visualisez votre corps relié à toutes vos cicatrices émotionnelles, tous les événements qui ont créé des cicatrices émotionnelles. Peut-être que vous visualisez votre corps comme celui d'un hérisson. Peut-être que vous voyez ces fils qui se rassemblent surtout sur chacun de vos chakras. Cela dépend des gens. Et quoi que vous voyez, c'est juste. Et si vous ne percevez rien, c'est juste aussi. Ce n'est pas parce que vous ne percevez rien qu'il ne se passe rien. Nous allons couper tous les liens émotionnels de ces événements qui ont marqué votre vie, qu'ils soient importants ou pas. De toutes ces cicatrices émotionnelles, de toutes ces blessures émotionnelles que vous portez encore. Nous allons les couper, les trancher. Et nous allons faire appel aux êtres les plus élevés. Cela peut être vos anges gardiens. Cela peut être les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Si vous préférez, ça peut être l'univers. Peu importe. Personnellement, j'aime bien l'archange Saint-Michel avec son sabre, parce que ça me parle, le sabre qui coupe. Mais vous faites le choix que vous voulez, qui soit juste pour vous. Et vous allez visualiser que l'être suprême que vous avez choisi, l'être élevé que vous avez choisi, va couper tous ces liens. Il va les trancher. Peut-être que vous allez visualiser certains liens très fins et d'autres très épais. Certains liens qui sont fins mais très résistants comme des câbles d'acier. D'autres qui sont épais, durs comme du bois, comme des troncs de chêne. Tout ce que vous allez visualiser, tout ce que vous allez ressentir sera juste. Faites-vous confiance. Et laissez l'être suprême trancher à son rythme chacun de ces liens. Vous pouvez remercier
et vous visualisez à nouveau avec les mêmes liens, avec des liens qui vous relient à ces événements et à des blessures, des cicatrices émotionnelles. Est-ce que vous voyez encore des liens ou est-ce qu'ils ont tous été coupés la première fois? Dans certains cas, il faut y retourner plusieurs fois. Si c'est le cas, s'il y en a encore, alors demandez à l'être que vous avez appelé de couper à nouveau, de trancher à nouveau. Et puis vous le referez une troisième fois. La plupart du temps, ça suffit pour couper tous ces liens. Et il y en a qui sont très résistants. Est-ce que vous pouvez noter dans le chat si vous avez fini pour qu'on puisse passer au deuxième volet? Merci Odile. Ben, en attendant le retour de commentaires des personnes, je vais remettre le lien de l'atelier, de l'inscription à l'atelier dans le chat. Et je rappelle que vous pouvez, pour les personnes qui sont en direct, bien sûr, vous pouvez cliquer sur ce lien pour avoir les informations concernant l'atelier et vous y inscrire. Donc, c'est un atelier qui sera en direct le vendredi 22 septembre à 20h30. Pour les personnes qui regarderont le replay de cette conférence, vous trouverez en dessous de la vidéo la description de l'atelier et le lien pour vous y inscrire. Et également, pareil, lorsque vous regardez le replay sur la chaîne de l'Académie Nouvelle Vie sur YouTube, vous aurez également un descriptif en dessous de la vidéo et un lien pour vous inscrire à l'atelier avec Odile. Donc, il y a Yveline qui demande: faut-il nommer les liens ou laisser faire? Oui, je comprends ce qu'elle demande. En fait, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut absolument savoir quels sont les liens avec les blessures ou est-ce que j'allais dire, l'être qui va nous le couper, par exemple l'archange Saint-Michel, c'est exactement ce qu'il faut C'est. couper. Voilà. Ah, il n'est pas suprême pour rien, hein. Voilà. Donc Non, Yveline dit: les «J'invoque histoires. souvent le rayon bleu de l'épée de Michael», aussi, pareil. Mais moi aussi j'ai fait Eh ben appel à oui. l'archange Michael en lui Mm, demandant de couper ce qui m'est nocif. Voilà, mm, donc ça c'est une mm, bonne chose. C'est vrai qu'il mm, y a mm, pas besoin de savoir exactement quoi, parce qu'on s'en souvient mm. pas forcément On de s'en souvient l'événement. pas. Et puis l'idée, c'est pas non plus de ressortir, de rouvrir la boîte de Pandore. Les choses se font naturellement. Nous parlions à l'instant de l'archange Saint-Michel. Nous sommes, lorsqu'on parle de l'archange Saint-Michel, nous parlons des êtres les plus élevés. Et nous ne sommes pas dans une religion ou une autre. Nous sommes au-delà de ça, nous nous connectons simplement aux énergies les plus pures et les plus élevées. Merci pour tous vos OK. messages. Alors, on va pouvoir passer à la Oui, deuxième là, étape. je les lis, je l'ai mis, je les ai mis à l'écran, mais il y a Gaby qui dit: «Merci, je me sens beaucoup plus libre». Patricia: «Merci, je me sens mieux» et Yveline: «Super». Voilà, pour, Ah voilà, oui, elle est donc on va merveilleuse, cette pratique.
Donc, Ouais, on va continuer. c'est Vous allez vrai. voir, vous allez vous sentir encore mieux et encore plus super. Vous allez voir. Donc, vous refermez les yeux, vous vous reconnectez à votre centre, à votre cœur. Et vous allez demander, alors d'abord, j'espère que vous avez dit merci pour tout le travail qui a été fait, pour toute cette libération magnifique qui a été faite. Et une fois que c'est fait, donc vous allez vous mettre dans votre cœur, comme je le disais à l'instant, et vous visualisez comme une sorte de vase rempli de toutes les scories de ce qui vient d'être tranché. Et vous allez demander à l'être suprême que vous avez invoqué il y a un instant de poser sur votre chakra coronal une sorte d'aspirateur qui va aspirer tout le contenu, toutes les scories qui restent dans votre corps et vos corps énergétiques. Certaines personnes visualisent un nuage de particules sombres. D'autres personnes visualisent une sorte de mélasse ou de boue. Ce que vous allez visualiser, encore une fois, sera juste. Faites-vous confiance. Si vous ne visualisez rien, ça ne fait rien. Le travail se fait aussi. Et laissez l'aspirateur de votre être suprême faire son travail. Parfois, on sent que le nuage ou la matière s'accroche sur certains chakras. C'est normal. Je pense que maintenant, le travail a été fini. Et vous allez maintenant demander à l'être suprême d'inverser le processus et par le tuyau qu'il a posé sur votre chakra coronal, il va vous envoyer de l'amour inconditionnel divin dans chacune de vos cellules, chacun de vos organes, chacun de vos systèmes, chacun de vos corps énergétiques. Et vous allez accueillir cette lumière d'amour inconditionnel divin jusqu'à ce que votre vase, qui était à l'instant vide de toutes les scories, se remplisse complètement, qu'il n'y ait plus une once de place pour cet amour inconditionnel divin, ou l'amour de l'univers si vous voulez, si vous préférez.
Il y a des personnes qui perçoivent cette lumière comme rose et nacrée, d'autres avec des paillettes. Encore une fois, ce que vous allez visualiser est juste. Et vous allez voir que vous allez être, au fur et à mesure que vous êtes rempli de cette lumière d'amour inconditionnel, vous allez percevoir que vous devenez comme un phare qui va rayonner de l'amour, de la compassion. Dans toute la pièce où vous êtes, dans tout l'immeuble ou la maison, le quartier, la ville, la région, le pays, le continent et le monde, l'univers. Vous allez sentir que vous rayonnez de cet amour dans tout l'univers, voire dans tous les univers. Et ça fait drôlement du bien de diffuser tout l'amour inconditionnel que l'on vient de recevoir, de le faire partager à toute l'humanité qui en a tellement, tellement besoin. Puis après avoir remercié à votre rythme, eh bien vous pourrez sortir de cette méditation et nous le signaler dans le chat. Mais prenez votre temps. Faites-le à votre rythme. Merci Odile. Yveline te remercie. Et un grand merci. Avec plaisir. Merci pour cette merveilleuse méditation. Gratitude, dit Mercedes. Merci Mercedes. Vous avez vu comme elle est simple cette méditation? Vous pouvez le Oui. faire, vous pouvez la refaire chez vous quand vous voulez, sur un thème. Par exemple, si vous vous sentez en colère ou si vous sentez dans une forte période d'insécurité, vous pouvez le faire avec les peurs, avec la cause de votre colère. Même, c'est pas la peine de les nommer, hein, je reviens encore là-dessus, c'est pas la peine de les nommer. Vous dites juste, je coupe les liens avec tout ce qui me donne qui m'occasionne cette colère, cette peur, cette insécurité, etc. Merci beaucoup. On te remercie beaucoup Voilà. en tout cas dans le chat. Et c'est vrai qu'elle est, elle est, Elle est elle est toute magnifique. simple, hein, Mm. beaucoup de visualisation. Elle est toute simple, elle Mm. est très facile à refaire, vraiment pas compliquée. Mm. Pourtant, on ressent vraiment que Mm. il y a un allègement en fait. Moi, j'avoue, j'ai eu des tiens, j'ai eu des picotements, j'ai eu de la chaleur aussi dans le corps. Dans le corps, j'ai Mm. bien ressenti. Mm. C'est vrai qu'on se Mm. sent bien Oui, après oui, cette oui. méditation. Mm. Merci beaucoup. Et c'est au-delà de la visualisation, hein, c'est vraiment un Oui. travail énergétique. Quand on Mmh. demande aux êtres les plus élevés de couper les liens énergétiques, ils le font. Ça n'est pas du rêve, etc. C'est réel, hein. C'est réel, Euh, oui. quand je le fais en tête-à-tête avec des personnes dans le cadre d'un accompagnement, je peux mesurer l'effet, l'impact
avant, après, la différence d'état énergétique, hein. C'est réel, c'est une efficacité réelle. Nous, on a tendance à penser que quand c'est énergétique, ça ne se voit pas, donc ça n'existe pas. C'est comme les ondes électromagnétiques, ça ne se voit pas, ça n'existe pas. Mais ça n'est pas le cas du tout. Bon, c'est un autre débat, on est d'accord. OK, bah, écoute, hein, je te remercie, je te laisse malgré tout je te laisse le dernier mot pour conclure, cette belle conférence. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Tu nous as appris beaucoup de choses et notamment, heu, le côté amincissement n'est pas que, de manger beaucoup, il y a quelque chose en profondeur qui cause, ce surpoids, que nous avons quelquefois donc Oui, notamment la guérison de l'enfant intérieur, de nos blessures et donc c'est de cela qu'il s'agit et tu nous accompagneras pendant l'atelier qui se tiendra donc oui. le vendredi 22 septembre, pardon et donc pour conclure cette conférence, bah, je te laisse, le faire, le dernier mot, dire le voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que cette conférence vous a intéressé, que vous avez compris à quel point le poids de notre histoire s'inscrit profondément dans, dans toutes les parties de notre corps, dans le cerveau, dans l'ADN, dans toutes nos cellules, dans nos corps énergétiques. Et vous avez compris que rien n'est que tout peut se guérir, peut se prendre en charge, peut se libérer, mais que ça demande un travail vraiment holistique. L'être humain est un être holistique. Et quand on veut se libérer d'une problématique comme les kilos en trop, eh bien, il faut prendre en charge d'une façon holistique, d'une façon globale, toutes les implications de cette problématique dans toutes les parties de notre corps et dans toutes ses dimensions. J'espère que j'ai été claire dans cette présentation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie d'avoir participé à cette méditation, à cette pratique et j'espère qu'elle vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver à l'atelier du 22 septembre. Je vous souhaite une très bonne nuit. À bientôt. Au revoir Hortense. Au revoir Odile, au revoir tout le monde. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Au revoir.